Et la guerre en Ukraine fait renchérir le prix des céréales notamment. Dans certains pays déjà plongés dans un gouffre économique, les effets sont dévastateurs. Exemple, au Liban, 96% de son blé est importé de Russie et d'Ukraine. Décidée à aider le pays du Cèdre, l'Union européenne a récemment débloqué 20 millions d'euros supplémentaires d'aide humanitaire. Objectif ? Répondre à l'insécurité alimentaire croissante et à d'autres besoins. Cette enveloppe cible les citoyens les plus touchés par une crise sans précédent. Le Liban, ancienne Suisse du Moyen-Orient, selon la formule consacrée, ce tiers-mondise, dévaluation, pénurie, gel des avoirs bancaires, la liste des ennuis est loin d'être exhaustive. Les élections législatives du 15 mai apporteront-elles un début de solution aux citoyens de ce malheureux pays qui pâtit d'une classe politique corrompue ? Peu probable. En attendant, ce sont plus de 80% des Libanais qui aujourd'hui vivent sous le seuil de pauvreté. Reportage Katia Jarjoura et Olivier Aspitart de Novaprod. Il est 5 heures du matin, dans le quartier de Bouch Hamoud, à Beyrouth. Georges a à peine dormi quelques heures. Georges est agent de sécurité. Mais depuis le début de la crise, il a dû ouvrir cette supérette. On doit manger, faire vivre la famille. On a des dépenses, un loyer à payer. C'est la vie. Si on ne travaille pas, on va devoir mendier. On travaille à la sueur de notre front pour pouvoir nourrir la famille. Chaque matin, tôt, Georges réveille sa famille et se prépare à aller à son deuxième emploi. Comment ça va, ma chérie? Tu es réveillée? Oui. Il vit avec sa femme et ses 5 enfants. Tout le monde doit travailler, même la Benjamine qui a 18 ans. Ma fille, Setrida, est la plus jeune de la famille. Elle doit s'habiller et aller au travail. On a dû la retirer de l'école. La situation ne nous permet plus de payer ni les frais, ni l'autocar, ni même les livres. Nous sommes à bout. C'est l'heure du départ. Même le café, on le boit rapidement, pour éviter les embouteillages. Faute d'électricité, Setrida se maquille à la lueur de son smartphone. Elle est apprentie esthéticienne et gagne à peine 7 € par mois. Quant à Georges, depuis la dévaluation de la livre libanaise, son salaire est passé de 900 à 60 € par mois. Si ça me suffisait, je ne me réveillerais pas à 5 heures du matin. Je travaille de 5 heures à 10 heures le soir. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Dans ce pays où la religion occupe une place importante, Georges et sa famille ne s'en remettent qu'à Dieu pour survivre. Après 2 ans de chute vertigineuse, Beyrouth est à genoux. Ce n'est plus une crise que traverse le Liban, c'est un cataclysme. Depuis l'effondrement du système bancaire, ce petit pays, miné par la mauvaise gestion et la corruption de ses dirigeants, a connu un déclassement spectaculaire. Dévaluation de la monnaie locale à 90% de sa valeur. Pénurie de carburant, d'électricité, de médicaments, flambée des prix. Plus de 80% des Libanais vivraient aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Georges est de retour du travail. Il est 15 heures. La lumière clignote et m'indique que je n'ai plus d'essence. On a croisé 5 stations et elles sont toutes fermées. Les 20 litres sont passés à plus de 20 € et il n'y a pas d'essence.
Bonjour, mets-moi 10 € d'essence. J'ai rempli moins de 10 litres. Mon salaire est de 60 €. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux juste me rendre au travail demain. Pour la famille, les difficultés ne s'arrêtent pas là. Depuis le début de la crise, on se prive de viande, de poulet. C'est devenu très cher. Si j'ai quelque chose dans le frigo, je n'achète rien d'autre. Je n'achète que ce qu'il faut pour compléter. Je ne remplis pas. Par exemple, Que se passe-t-il? l'électricité a sauté. C'est toujours comme ça? D'habitude, il n'y en a pas. C'est bien quand il y en a. Ça dure environ 30 minutes, puis ça coupe pendant 3 heures. Normal. Comme tous les Libanais, Nathalie n'a pas le choix. Elle se tourne vers le système D. La nuit tombe sur Beyrouth. L'effondrement du pays a entraîné un sentiment d'insécurité ainsi qu'une hausse de la criminalité. Le colonel Joseph Moussallem, porte-parole des forces de sécurité intérieure, confirme la recrudescence du phénomène. Les vols ont augmenté de 135%. Dans les maisons, les institutions, on vole des choses qui n'avaient pas de valeur avant. Les pièces de voiture, les fils électriques, les batteries, les bouches d'égout. Depuis la dévaluation de la livre, tout prend de la valeur. Avant, avec 10 €, tu ne faisais rien. Aujourd'hui, 10 €, c'est 200 000, 300 000 livres. C'est rentable pour les voleurs. Mais nous avons une volonté très forte de combattre le crime. La police tente de montrer que la situation est sous contrôle. Mais certains signes ne trompent pas. Les caméras de surveillance sont souvent en panne. Sur le terrain, nous accompagnons une patrouille. Passe par Sodeco et va à Ras El Naba. Dans leur mission, les policiers semblent un peu démunis. Il y a des vols dans tous les quartiers, pas d'endroit précis. Beyrouth est une grande ville. Des rues mal éclairées, des équipements défectueux, une démotivation générale. Les policiers subissent la crise comme tous les Libanais. Ce sujet, toutefois, ils refusent de l'aborder. Je ne peux pas répondre à cette question. On fait uniquement ce qu'on nous demande de faire. Le reste, on n'a pas le droit. Il n'existe pas de statistiques fiables, mais de nombreuses défections auraient eu lieu au sein des forces de sécurité. Avec des salaires d'à peine 60 € par mois, difficile de rester à la manœuvre. Dans ce contexte délétère, l'inquiétude s'accentue. Et certains n'hésitent pas à prendre leur sécurité en main. Depuis quelques mois, les vieux réflexes de la guerre civile reprennent le dessus. Georges, ancien milicien chrétien, a ressorti son arme du placard. Régulièrement, il s'entraîne dans des clubs de tir. De plus en plus de Libanais, dont des jeunes, ont choisi de s'armer. L'État est absent et il n'y a pas de sécurité. Il y a beaucoup de voyous. C'est pour cela que je m'entraîne, pour pouvoir me défendre et défendre ma famille. Et tant que la situation ne sera pas meilleure, j'amènerai mes enfants pour qu'ils s'entraînent aussi.
C'est l'heure de fermeture dans le quartier de Georges. Les commerçants baissent les stores et les rues commencent à se vider. De retour à la supérette, Georges attend sa fille. Tu rentres tard. Je viens de fermer la boutique. Je m'inquiétais pour toi. Il y a beaucoup de délinquants qui volent, qui provoquent, qui peuvent lui prendre son sac. Il peut se passer beaucoup de choses. J'ai peur, mais je continue mon chemin. Parce que si je leur réponds, il y aura des problèmes. Et ça risque de s'aggraver. Mon père et mon frère voudront s'en mêler et ça va dégénérer. La nuit avance. Il est 22 heures. Georges fait ses comptes de la journée. Tout juste 45 € qu'il remet aussitôt à son fils. Voilà 1 million de livres. Compte-les. Au plafond, une caméra de surveillance veille. Dans cet état de déliquescence, le pays peut-il tomber encore plus bas? On va vers la destruction totale. On va vers la guerre, vers la famine, vers le crime, la pauvreté, la misère. Le pays, c'est fini. Le pays se délite, et ce n'est pas que dans la capitale. Nous prenons la route de la vallée de la Bekaa, une zone agricole et plus traditionnelle à l'est du pays. Ici, comme ailleurs, les queues devant les banques font partie du quotidien. Depuis le début de la crise, les clients sont les otages des institutions bancaires. Leurs comptes sont bloqués et les retraits en espèces sont limités. Dans le village viticole de Kefraya, un jeune entrepreneur a décidé de braver le système pour se faire justice. Cet homme, c'est Abdallah Assay. Il a braqué sa banque pour récupérer son propre argent. 50 000 $ en cash. Au café du village, l'histoire a marqué les esprits. On évacuait les gens autour de la banque. On disait qu'il y avait un fou de Kefraya qui était dans la banque et voulait mettre le feu. Il a juste repris son dû. C'est au moment où tu es sorti de la banque. Tu te rappelles? Abdallah a été détenu 3 semaines, mais relâché en raison de la pression populaire. Je suis très heureux. J'ai réussi. C'était le plus beau jour de ma vie. Aujourd'hui, dans son village, on le considère comme un héros. Si les Libanais voulaient vraiment leur argent, tout le monde aurait dû faire la même chose, le même jour, et braquer toutes les banques du pays, tout le monde ensemble. On est très fiers d'Abdallah, le fils de notre village. C'est le seul de tout le Liban qui a eu le courage de faire ce qu'il a fait et de récupérer son argent. À quelques kilomètres de là, la banque d'Abdallah porte encore les stigmates de l'événement. Tu as vu la banque? Tu filmes ce qu'ils ont écrit? Le système est corrompu. Abdallah est un héros. Ils ont aussi écrit « Les banques sont des voleurs » et « Pouvoir terroriste ». C'est ce qu'ils sont.
Le jour où je suis venu ici, j'avais un bidon d'essence de 9 litres, 2 bouteilles et un briquet. Quand je suis entré, j'ai enfermé le directeur et son adjointe dans la même pièce. J'ai versé de l'essence sur la table et par terre. J'ai fait sortir les clients hors du bureau et j'ai exigé que le banquier parle avec sa direction. Toutes les autorités ont débarqué. On a essayé d'exercer des pressions sur moi. Les forces de sécurité ont voulu entrer, mais je ne les ai pas laissés faire. J'ai quitté la banque et je n'ai pris que mon argent. Je l'ai remis à ma femme et puis je me suis rendu aux autorités. Même devant la banque, nous sommes interrompus par des sympathisants. Abdallah a pu récupérer son argent, mais le procès n'est pas terminé. Il se rend dans la capitale administrative de la Bekaa, Zahle, pour une audience au tribunal. Malgré ses démêlés avec la justice, il ne regrette rien. Je ne sais pas de quoi les gens ont peur. Ils ont peur de la prison? Qu'on les emprisonne. Moi, je ne suis pas entré pour voler. J'ai pris mon argent. D'accord, je l'ai pris par la force. Mais c'est eux qui m'ont obligé à utiliser la force. La justice, comme les banques, souhaite clore l'affaire d'Abdallah rapidement. Il pourrait échapper à la prison en payant une simple amende de 10 €. Après la séance, Abdallah ressort avec son avocate Dina. Comment ça s'est passé? Tout va bien. Tout s'est bien passé. Pendant l'audience, la juge d'instruction a souhaité qu'il y ait une solution à l'amiable. Que la banque et les employés de la banque retirent leur plainte, afin que ça se règle cordialement, en dépit de la mauvaise ambiance qui règne dans le pays. D'autant plus que c'est une cause juste, ça n'est pas un caprice. C'est une victoire? Oui, une vraie victoire. Pour les autres, je ne sais pas, mais pour moi, c'est même plus qu'une victoire. L'affaire n'est pas encore conclue, mais le message est clair. Les banques veulent à tout prix éviter que cette histoire ne fasse davantage de remous. Plus au nord, à Tripoli, la survie a un autre visage. Deuxième ville du pays, elle a été classée comme la plus pauvre du bassin méditerranéen. Ici, dans cette cité portuaire, la moitié de la population est au chômage. Les gens bradent leurs affaires personnelles et vendent des bidons d'essence au marché noir. Ici, même les mobylettes sont décharnées. À Tripoli, il n'y a aucune perspective, sauf la mer. Depuis le début de la crise, pour la première fois dans l'histoire du pays, de nombreux Libanais tentent de rejoindre l'Europe dans des embarcations de fortune. Mehdi est l'un de ces candidats à l'exil. La quarantaine passée, il possède un petit garage. Donne-moi la clé, Allen. Mais il n'arrive plus à s'en sortir. Avant la crise, je gagnais 50 à 100 € par jour, ce qui me permettait de vivre convenablement. Maintenant, je ne peux même pas faire 10 € par jour. Chaque jour, ils augmentent le prix de l'essence, du mazout, du générateur, des communications. Ce qu'il y a de mieux, c'est de partir. Si on peut quitter ce pays et envoyer de l'argent pour l'aider à rester debout, c'est l'idéal.
Mehdi habite le quartier populaire de Mina, près du port. Comment ça va, maman? Comment tu te sens? Il vit seul avec sa mère. Tu as pris tes médicaments? Il m'en reste encore un. Elle est malade et il doit s'occuper d'elle. Je prends beaucoup de médicaments et des vitamines, tous les jours, mais c'est très cher. C'est pour cela qu'il veut partir. Peut-être que comme ça, on pourra survivre et acheter des médicaments. Mehdi a aussi d'autres raisons de prendre le large. Sa femme et sa fille sont en Australie depuis 2 ans. Il leur parle tous les jours. C'est papa. Tout va bien, ma chérie? Comment ça se passe chez vous? Le Liban te manque? Tu veux quelque chose, mon ange? Mehdi souhaiterait les retrouver, mais elles sont en situation irrégulière. Si elles obtiennent leur carte de séjour, je pourrais les rejoindre avec le regroupement familial. Mais partir seule, c'est impossible. Ils ne m'accueilleraient pas, parce qu'elles vivent aux frais de ma belle famille. Il y a quelques mois, Mehdi a déjà tenté l'impossible. Traverser clandestinement la Méditerranée. Avec 82 habitants de son quartier, ils ont acheté une embarcation et sont partis vers l'Italie. Mais le voyage a mal tourné. Ici, c'est quand les Grecs nous ont attrapés, nous ont jetés dans ce canot de sauvetage. Tu vois comme on est loin de la terre? On était au milieu de la mer. On était entre ciel et mer. On ne savait pas où on était. Et le calvaire ne s'est pas arrêté là. Les Grecs nous ont renvoyés sur les côtes turques. Regarde le navire. Les Turcs nous ont entraînés ici. On pensait qu'ils nous aideraient, mais ils nous ont jetés en prison pendant 1 mois. Pourquoi? Que de l'humiliation. Alors que Mehdi raconte son périple, des amis, compagnons d'infortune, lui rendent visite. Rabah et Ahmad ont pris la mer avec leurs 2 enfants, dont un bébé malade. Où on va? En Italie? C'est dangereux, mais mes 2 enfants sont plus en danger ici qu'en mer. En mer, le risque est entre les mains de Dieu. Mais ici, avec les hôpitaux et les soins, je n'arrive pas à soigner mes enfants. Le petit doit aller à l'hôpital tous les mois. Ici, il nous faut mourir à petit feu. Avec cette guerre économique, on meurt lentement. Personne n'a d'empathie pour les pauvres. Qu'ils viennent voir comment vivent les pauvres. À quel point nous n'avons pas de quoi nourrir nos enfants. Comme Mehdi, ils ont tout vendu pour financer leur départ. Mais ils sont déterminés à recommencer. Je n'ai pas peur. Ce qui nous est arrivé est inimaginable. On a connu le pire. De quoi pourrais-je encore avoir peur? On va essayer 1, 2, 3 fois, jusqu'à ce qu'on y arrive. Si je dois mourir en mer, je mourrai en mer. On me dit qu'il ne faut pas sacrifier ses enfants. Mais ça m'est égal. Ici, il n'y a rien d'autre que l'enfer. Depuis que ces images ont été tournées, Mehdi est finalement parvenu à rejoindre l'Italie.
La même semaine, une embarcation avec à son bord 85 passagers a fait naufrage, causant la mort d'au moins 7 personnes, dont des enfants. Ainsi s'achève cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle l'adresse de notre site internet arte.tv. Merci à toute l'équipe associée à la fabrication de cette émission. Merci à vous d'être venus. Arte Reportage revient la semaine prochaine. À très vite. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss.